Bonjour tout le monde et bienvenue à ce Facebook Live avec Philippe Roux sur son livre, son premier livre, Comment communiquer avec les défunts. Je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, vous voyez un petit peu la couverture. Donc, 6 méthodes innovantes pour se connecter avec l'au-delà. Et dans ce livre-là, entre autres, il a interviewé plusieurs spécialistes dans le domaine, dont notre célèbre ami, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il y a d'autres personnes comme aussi le docteur Olivier Chambon. Il y a docteur Alan Bodkins. Il y a aussi Florence Hubert, la médium, et plusieurs autres. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et pour la petite histoire, moi, j'ai rencontré Philippe, ça fait à peu près 3 ans de ça, quelque chose comme ça, je ne suis pas très bon avec les dates, mais il était dans notre formation d'hypnose spirituelle de régression. Et je me rappelle, j'étais avec Daniel Berger, notre superviseur, et là, on observait, on faisait de la supervision, les différents groupes et tout ça, puis quand on regardait Philippe, on se disait tabarouette, ben ça c'est moi qui disais ça, Daniel veut dire oh la vache, dans le sens qu'on on regardait, puis c'était vraiment impressionnant de voir Philippe, que même au tout début, il avait vraiment un réel talent pour faire ce travail-là. Donc, c'était vraiment cool de le voir déjà à ses débuts. Et pour ceux que ça intéresse, Philippe avait déjà fait une intervention dans un Facebook Live que j'avais fait sur l'hypnose spirituelle. Donc, s'il y en a qui veulent visionner ce segment-là, vous pouvez voir dans le descriptif de la publication Facebook vers le bas, ben, j'ai mis le lien. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir ça. Donc, depuis ce temps-là, ben, Philippe a écrit ce livre-là sur comment communiquer avec les défunts. Et je dois faire une petite confession, j'ai un petit peu honte, mais je vais le dire quand même. Bon, ceux qui me connaissaient, vous savez que de façon générale, bon, je suis assez occupé, mais en ce moment, je suis dans une période vraiment très occupée parce qu'avec l'IIHS, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut international d'hypnose spirituelle, on est vraiment dans une sorte de réorganisation, d'expansion, trouver un directeur général et tout ça. Donc, il y a plein de choses qui se passent et ce qui a fait que j'ai pas eu beaucoup de temps. Sauf que hier, j'ai sauté à pieds joints dedans et je vous avouerai que dès le départ, quand Philippe raconte son expérience, qu'est-ce qui l'a amené à aujourd'hui à parler de ça puis à faire ce travail-là qu'on va parler tantôt, c'était vraiment, mais vraiment incroyable. Pour moi, j'ai lu ça et là, ça m'a donné le goût de continuer, continuer. Et même si je n'ai pas encore terminé, je peux vous dire que vraiment, le livre il est vraiment écrit avec une belle authenticité, une belle honnêteté intellectuelle. C'est vraiment intéressant à lire et c'est bien construit, c'est bien amené. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer. C'est pour ça que je suis très heureux de faire cette entrevue-là avec vous aujourd'hui, avec Philippe, pour vous, pour nous, pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine-là. Euh, Juste comme ça, avant de commencer, comme d'habitude, hein, ceux qui suivent les lives, vous êtes un petit peu au courant. Si vous avez des questions pendant, je vous invite à les garder pour la fin. On va se garder un petit temps avec Philippe pour lui poser certaines questions. Donc, parce que moi, pendant, je vois parfois les commentaires en bas, mais je ne les regarde pas tout le temps. Fait que si vous me posez des questions, tout ça, c'est pas dit que je vais les voir. Mais ceci dit, si vous connaissez Philippe ou si vous avez peut-être lu son livre ou si vous avez eu des expériences de communication avec les défunts, ben, je vous invite à peut-être les écrire dans les commentaires. Parce que moi, bon, par la suite, je lis tout dans la mesure du possible, mais les gens lisent ça, donc c'est intéressant à lire. Aussi, deuxièmement, bon, on va faire comme on a déjà fait auparavant, on va faire un tirage de son livre. Donc, pour ceux qui êtes présents pendant l'entrevue jusqu'à la fin et qui partagez, si vous partagez la publication, ben, on va faire un tirage au hasard parmi ceux qui auront partagé la publication. Donc, voilà, vous pouvez avoir cette opportunité-là si vous le désirez. Et c'est pas mal ça que je voulais vous dire jusqu'ici. Euh, je pense qu'on va être rendu maintenant à inviter notre ami Philippe déjà à se joindre à nous pour commencer cette belle entrevue-là. Donc voilà notre ami Philippe. Salut Philippe! Salut Jean-Charles, Merci beaucoup au nom de tout le monde qui écoute en ce moment. Merci d'être là aujourd'hui. merci à toi. Merci à toi. Donc, écoute, je pense qu'on ne peut pas commencer cette entrevue-là sans parler de l'expérience qui semble être à l'origine de tout ça, ce qui s'est passé dans ton livre, qui est, ben, pas dans ton livre, ce qui s'est passé dans ta vie, mais que tu racontes dans ton livre, qui est assez impressionnante. Donc, est-ce que tu accepterais dans un premier temps de nous raconter globalement qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Ben ouais, c'est vrai qu'il y a presque jour pour jour, 3 ans, il y a eu un événement dans ma vie auquel je m'attendais évidemment absolument pas et qui a changé, bouleversé, oui, tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais pu expérimenter, puis bah, toute la suite, quoi, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Et effectivement, il y a 3 ans, j'avais entamé un travail thérapeutique sur moi-même. J'étais dans une période où je me sentais un peu moyen. Euh, Parfois, je ressentais un peu de désespoir. Disons que je manquais un peu de pêche. Ouais. Et j'avais une amie qui m'avait proposé de faire un travail en respiration holotropique. Alors, la respiration holotropique, c'est une technique qui a été mise au point par Grof, euh, un médecin hongrois qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui a écrit des dizaines de livres, tous plus passionnants les uns que les autres, sur les états modifiés de conscience, etc. Et donc, qui a beaucoup travaillé avec les médecines psychédéliques et puis ensuite avec la nature, avec la respiration. Et donc, la respiration holotropique, c'est une méthode qui consiste à hyperventiler et à se mettre en transe par une suroxygénation du système, quoi. Et une fois qu'on est en état modifié de conscience, on a accès à des mémoires, on a accès à des connexions, on a accès à des... Et ce jour-là, moi, c'était la première fois que je faisais ça, je crois. Ouais. Et ce jour-là, moi, j'ai eu accès à une espèce de transcendance incroyable, comme une théophanie, on appelle ça, c'est-à-dire une rencontre avec le divin, entre guillemets, je ne sais pas trop comment appeler ça. Hein. Euh, Disons un éveil spirituel. Bref, une espèce de énorme sentiment d'être en connexion avec l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et ça a duré, c'était absolument énorme, quoi. Et c'était la première fois que tu avais ce type d'expérience-là de ta vie? Net. Et j'étais pas du tout dans une recherche spirituelle. Moi, j'étais parti vraiment sur comment dire, un travail de développement personnel. Et ce jour-là, il y a eu comme une grâce qui qui m'a été offerte, quoi, par la vie. Et oui, alors donc ça a été énorme. Et au bout d'une heure, quand ça commençait un peu à baisser la sensation, parce que j'avais des sensations physiques de partout, j'étais vraiment dans une lumière incroyable. Quand ça commençait à baisser, il y a une des accompagnatrices, une des thérapeutes qui est venue me voir, qui s'est assise à côté de moi où j'étais allongé après la respiration, et, euh, et elle m'a demandé comment j'allais bien, tout ça, et d'un seul coup, j'ai senti comme une incorporation dans mon corps. Donc, je ne sais pas quel mot utiliser. Hein. Je dis incorporation parce que c'est vraiment ce qui me semblait être le cas à ce moment-là, c'est-à-dire comme des frissons jusque vers les genoux, peu importe, hein, mais tu vois. Et je sentais qu'il y avait comme une deuxième conscience qui rentrait en moi, comme une âme, je ne savais pas ce que c'était. Et je comprenais en tout cas que c'était son mari, qui était mort 2 ans avant, dont je connaissais le prénom, parce qu'on avait un peu discuté avant. Et je comprends qu'il a des messages pour elle. Et donc, je passe une demi-heure à lui délivrer les messages de son mari décédé. Alors évidemment, tout de suite, elle a bien compris que c'était lui. Elle s'est mise à pleurer. On a échangé. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Elle est partie au bout d'une demi-heure complètement secouée. Et moi donc, je découvrais que je pouvais avoir des messages comme ça, mais je me posais encore vraiment des questions un peu matérialistes, quoi, cartésiennes, du genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est pas que je suis dans l'hyper-empathie ou Ouais, dans ouais, ouais. l'hyper-compassion, tu vois Ouais. Et dirais-tu à ce moment-là que la spiritualité, c'était présent dans ta vie ou non? Bon, non. J'étais assez ouvert. Alors, quand j'avais 20 ans, 25 ans par là, j'avais lu Raymond Moody, Kubler-Ross. Je m'étais intéressé pendant un moment aux questions de sortie de corps et tout. J'avais même essayé, tu vois. Je me souviens de m'être mis allongé sur une pelouse. Je me disais, est-ce que je peux sortir moi aussi de mon corps? Mais bon, que dalle. Mais le sujet m'intéressait. Et puis, par autre moment, j'avais été voir une fois, un peu par hasard, j'avais été voir un médium en salle qui faisait de la médiumnité comme ça avec des photos sur une table et prenait les photos et puis il disait tiens, il y a quelqu'un pour toi et tout. Bon, ça m'avait bouleversé parce qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé là pour plein de gens et entre autres pour moi, une amie qui était morte une semaine avant. Je m'étais retrouvé là un peu par hasard.
Donc voilà, ça m'avait mis déjà un peu en connexion avec le sujet. Mais voilà, c'était passé, j'ai pensé à autre chose et j'étais pas en recherche spirituelle, ni en, non, j'étais pas quelqu'un de spirituel vraiment. On peut pas dire ça. En revanche, alors là, d'un seul coup, ça- comme ça me tombait un peu dessus, quoi, hein. Et je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. Et puis, une heure après, donc après cette femme, cette accompagnatrice, enfin l'accompagnateur, parce qu'ils étaient trois, il y avait deux femmes et un homme, l'accompagnateur vient me voir en me disant, ouais, Estelle tout à l'heure m'a dit ce qui s'était passé, tu canalisais Pierre, son mari, qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, ça recommence en moi. Et là, je comprends que c'est son père. Et là, cette fois, j'ai un prénom, Joseph, alors que je ne le connaissais pas, quoi. Et donc, je lui dis, mais attends, c'est dingue, ça recommence là. Je sens encore des frissons partout. Et je comprends que c'est ton père, il s'appelle Joseph, c'est ça? Et là, il me regarde, il a une larme. Il me dit, mais je ne sais pas, je ne l'ai même pas connu, il est mort, j'avais 2 mois. Oh, comment tu sais qu'il s'appelait Joseph? Je lui dis, mais il est là. Donc, j'ai commencé à lui délivrer des messages. Pas très long. Mais ensuite, quelqu'un d'autre est venu, l'a remplacé en moi. Et j'entendais Henri. Et je comprenais que là, il y avait des trucs autour de la demande de pardon, que c'était pas clean. Il avait fait des saloperies. Enfin, tu vois, c'était pas chouette. Je lui explique, il me dit, mais oui, c'est son frère, mon oncle Henri, effectivement. Ah bah, je comprends, nanana. Et puis ensuite, il y avait une dame très gentille, une petite vieille qui s'appelait Marie, qui avait la main un peu paralysée. Et je comprenais pas ce qui se passait, il y avait de la honte et tout. Et en fait, c'était Marie-Louise, sa grand-mère. Bon, j'avais pas entendu le deuxième prénom, etc., etc. Et j'ai eu 8 personnes comme ça pendant 1 heure, avec les prénoms, les messages juste adaptés et tout. Ah Enfin, oui. quoi. Et quand il y avait un changement de présence, est-ce que tu ressentais quelque chose de particulier? Est-ce que tu sentais une différence énergétiquement ou pour toi, Oui, c'était la même chose? non, à chaque fois, je sentais que c'était quelqu'un d'autre. Ah, Ouais. vraiment, oui. Et je ressentais la personnalité, etc. Alors, ce jour-là, j'avais des prénoms, j'avais des messages, etc. Il y a eu d'autres moments depuis où j'ai même eu des informations sur, comment dire, l'apparence physique. Ou... Bon, là, non, ce jour-là, non. Mais ça m'est arrivé. Donc, je pouvais dire, ah ouais, tiens, ben, cette fille-là, elle avait les cheveux courts, elle était brune, elle avait... Ou bien alors cette personne-là, je la vois timide, ou l'autre, ah non, celle-là, je la vois exubérante. On ressent plein de choses, quoi, hein, comme si, hein, comme dans la vraie vie presque, quand on Ouais, croise. ouais, oui. Alors bon, voilà, ça c'était il y a 3 ans. C'est à la fois très long et très court, quoi. Et donc évidemment, tout ça m'a complètement bouleversé, t'imagines? Ben oui, c'est clair. Et puis c'est intéressant parce que dans le livre, tu disais que quand tu en parlais aux gens autour de toi, tu avais comme 3 types de réactions chez les gens. Peux-tu en parler? Je trouvais ça comique. Ben oui, t'as tous ceux qui te regardent d'abord avec des yeux immenses en disant, mais il va bien, Philippe, là, il a pété les plombs, ou mais de quoi il parle? Et donc là, je comprenais très vite que c'est des gens à qui ça faisait très peur. La médiumnité, la connexion, la spiritualité, on était plutôt là, j'avais plutôt affaire à des réfractaires, des gens qui ne voulaient pas du tout entendre parler pour leurs raisons, je respecte, hein. Ouais. D'autres qui étaient les plus nombreux, qui me connaissaient, qui m'aimaient bien, qui me disaient, bah oui, si Philippe raconte ça, c'est que ça doit être crédible, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et donc je sentais que bon, ils m'écoutaient, mais ils avaient peut-être envie qu'on parle assez vite d'autre chose. Et puis finalement, la troisième catégorie de personnes que j'ai découverte, et c'est ça qui a été merveilleux, c'est que je me suis aperçu que parmi tous mes amis et tous mes contacts, auprès de qui je m'attendais globalement à avoir plutôt tu vois, un peu de peur, quoi, hein, comme la première catégorie, eh ben, il y a eu des gens qui étaient touchés, d'autres qui me disaient, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Hmm. Je me souviens par exemple d'une copine chez qui je dînais, et alors elle me dit, comment ça va, comment tu vas, et tout. Alors comme moi, j'avais immédiatement décidé de changer de boulot, je ne pouvais plus continuer ce que je faisais avant après ça. Donc j'étais bien obligé d'en parler aux gens. Je disais, bah, tu sais, je change de travail, mais enfin, pour t'expliquer ce que je vais faire, il faut que je t'explique ce qui m'est arrivé, quoi. Et là, boum, je me relançais dans. Et d'un seul coup, chez cette copine-là, enfin, avec son mari et tout, je la vois qui pleure, qui était bouleversée. Son mari, à un moment, va fumer une cigarette au fond du jardin.
Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air touché? Et là, elle me dit, bah, figure-toi, depuis l'âge de 11 ans, je sens les défunts. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Même mon mari, il n'est pas au courant. Ça fait 25 ans qu'ils étaient mariés et il ne le savait pas. Et donc, finalement, tu vois, il y a eu toute une troisième catégorie de personnes, en fait, et qui Ouais. sont très nombreux. Et moi, j'en vois évidemment à peu près tous les jours maintenant avec mon job, Ben oui. des gens qui ont des ressentis. Et toi, tu les connais aussi, évidemment. Des gens qui vivent des expériences. On est nombreux à vivre Ouais. ces expériences. Ben oui. Le nombre de fois qu'on reçoit des clients qui viennent nous voir et disent: «Je ne l'ai jamais dit à personne, mais» et que là, les gens souffrent, mais c'est incroyable. Puis même pas juste les clients ou les personnes qui viennent nous voir, mais quand on en discute ouvertement, tu sais, dans des soupers, c'est pas rare qu'il y en a qui Eh oui. justement parce qu'ils en entendent, là, c'est comme s'ils se donnent la permission d'en parler finalement, alors que et je sais pas pourquoi les gens ben, je sais pas pourquoi, oui, un petit peu, pourquoi ils gardent ça secret, la peur d'être jugé, d'être pris pour un fou et tout. Eh oui, Mais oui. comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui, plus qu'on le pense, qui ont vécu ces types d'expériences-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et souvent, les gens disent, j'avais presque l'impression que c'était un rêve, mais c'est pas un vrai rêve comme d'habitude. Eh ben oui, c'est sûr. Mais ils osent pas, quoi. Il y a comme un tabou. On ne devrait pas parler de ces choses-là parce que c'est tellement extraordinaire. Bon. Alors, effectivement, j'étais, moi, amené à en parler. Hein. J'étais amené, évidemment, à raconter tout ça parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne pouvais pas continuer. Je bossais dans le numérique depuis 30 ans. Ouais. J'avais bossé pour Apple Computer. J'avais fait venir à Nantes la première ligne Internet privée en 1995. Tu vois, j'étais dans le numérique à fond, moi. Ouais, ouais, ouais. Et là, à ce moment-là, il y a 3 ans, je m'occupais d'une association qui regroupait des médias et je m'occupais de la transition numérique des journalistes. Tu vois, c'était ça mon job. Et donc toujours sur Internet. Mais là, d'un seul coup, ça n'avait plus tellement de sens. Quoi. Enfin, tu vois, le numérique, bon, en tant que tel, le matin, ça ne me faisait pas triper et j'aimais bien ce que je faisais. Mais ça avait tellement moins de sens que d'un seul coup, ce que je pouvais imaginer de rendre comme service avec la médiumnité et avec ce que je venais de découvrir. Quoi. Alors évidemment, très vite, j'ai décidé de changer de job, ce qui fait que j'ai dû en parler à des centaines de personnes. Tu vois. Tous mes Ben contacts dans le job où j'étais, j'avais 850 contacts individuels. Il a fallu que je l'explique. Je ne te dis pas sur mon réseau LinkedIn. Au début, je me demandais vraiment, mais ils vont me prendre pour un taré. Est-ce que tu dirais que tu as perdu des amis ou tu as perdu beaucoup de personnes ou comment ça s'est passé? Je sais pas, je peux pas te dire. J'ai changé de réseau, je fais plus le même job. Alors, mais quant à mes amis, non, non, heureusement non. Alors je sais qu'il y en a auprès de qui je ne peux pas en parler. Je ne peux pas. C'est sûr. Et c'est parce qu'ils sont pas ouverts, parce qu'ils ont peur? Parce que je nomme ça parce que tantôt, il y a une personne qui m'écrit, elle dit: «Ah, je participerai pas au live, ça me fait peur». Est-ce que c'était un peu ça aussi ou comment c'était? Peut-être, peut-être. Moi, tu vois, par exemple, un de mes amis, je me souviens un peu de temps après, donc il y a 2 ans et demi à peu près, au premier de l'an, tu vois, avec des copains. À un moment donné, j'ai discuté avec ma belle-sœur qui était là. Et tout à coup, je sens sa grand-mère, je crois, sa grand-mère. Alors, je commence à lui en parler. Elle était ouverte, c'était cool. Je commence à canaliser. C'était la soirée du premier de l'an, mais pourquoi pas? Et je mets même sa main dans son dos et elle sentait plein de chaleur. Il y avait de l'amour qui passait par la main. Tu vois, des trucs, on ne sait pas comment ça marche, mais voilà. Et puis d'un coup, j'entends un prénom, un prénom. Tu vois. J'ai dit, mais tu connais ce prénom Non, non, non. Et d'un seul coup, il y avait une petite fille qui était là, l'enfant d'un copain, quoi, qui vient, qui dit, mais c'est le prénom de mon grand-père. Oh zut. Et là, je ne pouvais pas en parler. C'était un ami qui vraiment lui veut pas en entendre causer, parce qu'il a vraiment peur, quoi. Et donc, j'étais obligé de me garder le contact de son père, du grand-père de la petite, quoi. Et ce soir-là, premier de l'an, je suis allé me coucher à 11h30, je craquais, je ne pouvais pas. J'ai pas pu attendre minuit, tu vois. Ça m'avait lessivé. Ben oui, et et tu racontes à un moment donné que, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais que c'était quand même assez intense. Parfois, le matin, tu recevais et tu as dû comme apprendre à bloquer ça d'une certaine façon? Ouais. Ah oui, les premiers matins, pendant peut-être 2, 3 mois, je me réveillais à 4 heures, quoi, et j'avais des messages, j'avais des messages pour des vivants, j'avais mes guides aussi, qui venaient me parler, qui venaient m'enseigner, qui venaient.
Ah ouais, bah, d'un seul coup, c'était fatigant, c'était épuisant. Je me souviens de souvent, je pleurais, je ressentais toute l'émotion, toute la tristesse, tout l'amour, quoi, qu'il pouvait y avoir entre les défunts et les vivants, etc. Puis ça me posait question, hein. Est-ce que j'avais le droit de débouler dans la vie des gens? Par exemple, je me souviens d'un contact avec un jeune défunt qui me demandait d'aller voir ses parents et de leur dire qu'il allait bien. Il s'était tué en mobilette il y avait 40 ans. Je connaissais ce cas, je pouvais le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, c'était compliqué, tu vois, éthiquement, déontologiquement, tu vois. Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de débouler chez des gens qui n'ont rien demandé. Et en même temps, je Une me bonne sentais question. que Ouais. c'était tellement fort. Bon, bref, c'était compliqué, c'était très bouleversant. Alors, j'ai appris petit à petit. Alors, heureusement, hein, il y a des gens, j'ai lu des livres, il y a des gens qui m'ont conseillé petit à petit, hein, et qui m'ont dit, mais demande-leur de te laisser dormir, demande-leur de te laisser tranquille, quoi. Voilà. Et petit à petit, voilà, comme ça. Et effectivement, en lisant, en cherchant sur Internet, j'étais très curieux. Qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Bon, Ben j'ai oui. compris que les états modifiés de conscience, comme j'avais vécu en respiration tropique, hein, mais comme on peut vivre aussi avec dans d'autres occasions, y compris l'hypnose, et en particulier l'hypnose. Ouais. Les états modifiés de conscience peuvent déclencher des contacts comme ça, des connexions. Bon, ce qui m'est arrivé à moi est exceptionnel, c'est sûr. Ça Ouais. n'arrive pas heureusement à tous nos clients en hypnose. Ben oui, ben oui. Et, quand tu mentionnais tantôt que tu percevais même les guides, tes guides, est-ce que tu le vivais comme une incorporation ou c'était juste une réception d'informations? Oui, je les sentais à l'extérieur, pas en moi. OK. OK. Et tu disais qu'ils t'enseignaient des choses. Est-ce que, bon, je suis curieux, est-ce que tu peux me partager quel genre de choses qu'on t'enseignait? Eh ben, une des premières émotions, comment dire, sentiments avec lesquels, enfin, auxquels j'étais confronté, c'était l'indignité, tu vois, le sentiment d'usurpation. C'est-à-dire, mais qui je suis, moi, pour recevoir une telle grâce, tu vois, avoir une telle capacité qui me tombe dessus à 54 ans. Un truc aussi étonnant, aussi incroyable. Qui je suis? Est-ce que ça va durer? Tu vois, je me disais, mais ça me faisait pas spécialement peur que ça s'arrête, hein. Mais je me disais, est-ce que si je change toute ma vie professionnelle pour aller dans ce sens et pour rendre service avec ce qui m'est arrivé, est-ce que, est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Et donc mes guides me rassuraient, mes guides me montraient ou répondaient à mes questions aussi, hein. Et par exemple, j'en ai eu depuis qui peuvent t'intéresser, tu vois, sur l'hypnose, sur Oui, l'hypnose. OK, oui, vas-y. Mais peut-être on pourrait noter ça pour après. Ouais, Peut-être, ouais, OK. tu OK. vois, On peut se noter pour après. Et, ouais. par curiosité, est-ce que tu sais, avais-tu l'impression, après tout ce que tu as vécu, que c'était comme écrit, que c'était prévu que ça se passe comme ça pour toi? C'était-tu dans ton plan de vie? Comment tu le comprends aujourd'hui, tu dirais? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai l'impression quelque part qu'il y avait quand même un terreau qui m'a certainement préparé à ça. C'est-à-dire, alors évidemment, je réécris peut-être un peu l'histoire, mais après coup, en discutant par exemple avec mes cousins, ils m'ont appris que mon grand-père maternel, oui maternel, non paternel, bon, peu importe, mon grand-père, un de mes grands-pères, était guérisseur pour les animaux. Et donc les paysans du coin venaient le voir et lui demandaient s'ils pouvaient faire quelque chose pour leurs vaches ou leurs chevaux. Alors, mais je ne l'ai pas connu. Il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je ne l'ai pas connu. Mais Ouais. est-ce que quelque part, il m'a transmis quelque chose? J'en sais rien. Après, mes parents étaient très catholiques. Ma mère est toujours vivante et elle est diacre, tu vois. Elle est très impliquée dans la communauté religieuse. Alors, je ne dis pas que ce que je vis a quelque chose à voir avec la religion, mais j'ai été enseigné dans l'idée que la vie ne s'arrêtait pas, hein, avec la mort physique. Bon, cela dit, dans la religion catholique, si j'ai bien compris, les morts, on les retrouve à la fin du monde, à l'Apocalypse, hein. Mais donc, il peut y avoir un peu de temps avant. Bon, là, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait, enfin, que c'était même immédiat, qu'on pouvait, il y avait pas de, on n'avait pas besoin d'attendre tout ce temps. Mais je me suis aussi aperçu que
ma mère passait pas mal de temps à s'occuper des défunts et des familles endeuillées. Ah, OK. Alors ça m'avait sans doute préparé peut-être un peu à tout ça, tu vois. Je peux pas dire, mais jamais j'y avais pensé avant, en tout cas. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Moi, Puis mon enfance était normal. Et puis après, je me suis aussi aperçu que, plus âgé, il y avait eu déjà des moments où je ressentais des choses étonnantes. Comme par exemple, je me souviens avec la première femme avec qui j'ai vécu, euh, la mère de ma fille aînée, eh bien, elle-même avait perdu son père 4 ans avant que je la connaisse. Et, euh, et je me souviens que quand elle avait mal à la tête, eh bien, j'avais l'impression d'entendre son père, qui était mort, me demander de lui mettre la main sur la tête. Ce que je faisais souvent. Et comme par hasard, ça marchait. Alors je rigolais avec elle, je lui disais, j'ai l'impression que c'est ton père qui me dit de faire ça, c'est dingue, non? Et elle rigolait, tu vois, on en rigolait, mais je me disais, bon, je suis un peu fou, ou bien, je sais pas, enfin, mais j'avais mis ça sous le tapis, quoi, tu vois, c'était... Bon, voilà, j'avais eu quelques épisodes comme ça. Mais j'avais oublié, tu vois, j'y pensais plus. Puis tu ouais. vois, puis, bon, là, dans ce coup, effectivement, Ah ouais. ça change. Ben oui. Et justement, par rapport à ça, depuis que tu as vécu ça, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon d'aborder la vie, dans ta façon de vivre au quotidien? Oui, De quelle façon tu dirais? oui, de plusieurs façons. Bah déjà, par exemple, pendant plusieurs mois, j'étais dans une espèce enfin disons à peu près 2 mois, j'étais dans une espèce de béatitude incroyable. Un état que je ne connaissais pas. Alors là, que j'avais vraiment jamais connu, qui était la suite de la transcendance, là, hein, de ce moment d'éveil incroyable. Chaque jour, je me souviens, j'allais marcher ou je faisais du vélo dans la nature. Parfois, je m'arrêtais, je voyais un arbre et j'avais une larme. Ému aux larmes en regardant. Ou alors, je rencontrais quelqu'un. Je me souviens, alors, un truc incroyable. Dans la voiture, tu vois, dans la voiture, tu es là au volant, un feu, les voitures s'arrêtent. Et tout à coup, il y avait des enfants qui me regardaient et qui me faisaient coucou. Ça m'était jamais arrivé, tu vois, qu'est-ce qui se passait? Et j'avais encore une larme, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible, il y a un truc. Alors déjà, donc, il y avait comme... bon, ça n'a pas duré éternellement. Ça j'avoue que ça a duré à peu près 2 mois. Mais ça, c'était incroyable. J'avais l'impression de baigner dans un amour inconditionnel et de n'être qu'amour, quoi. Hein, d'ailleurs, mes proches me le disaient, mais enfin, je leur avais raconté ce qui m'était arrivé. Et ils disaient, mais Philippe, c'est extraordinaire de vivre avec toi. Avant, c'était infernal. Je déconne. Non, mais là, en revanche, extraordinaire. Et puis, alors, donc, il y a eu ce changement-là. Et puis, évidemment, il y a eu tout un tas de prises de conscience, quoi. C'est-à-dire, bah, justement, autour de la question de l'amour, je me suis vite aperçu que tout ça ne marchait qu'avec l'amour. Alors, ça peut paraître un peu moral ou un peu donneur de leçons, mais c'est pas du tout mon intention, évidemment, hein. Et puis, c'est très modeste parce que je suis pas le gars, je suis pas amour, je vais pas prétendre ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que sans l'ouverture de cœur, la médiumnité, elle ne marche pas. J'ai vécu des moments, hein, où, parce qu'il y a des épreuves dans la vie et on est plus ou moins bon. Il y a eu des moments de fermeture de cœur, évidemment, et bien dans ces cas-là, j'y arrivais pas du tout, ça ne marchait pas. Et je me suis rendu compte que ça marchait vraiment parce que je pouvais ressentir de la compassion pour l'autre, pour le vivant. Hmm. Plus que de l'empathie, vraiment de la compassion. Et c'est cette compassion, enfin, comment dire, c'est comme si cette compassion était la passerelle entre nous, entre humains, quoi. Et qui faisait que ça créait comme une passerelle avec l'au-delà et avec les défunts. Et comme s'il y avait comme une continuité, quoi. Tu vois? Et Mhm. d'un seul coup, effectivement, je peux ressentir. Mais Ouais. c'est ce qu'on vit en hypnose quand on fait une séance, toi et moi, hein. Ouais, ben justement, ça m'amène à l'autre question. Oui, Comment tu t'es retrouvé dans notre formation, en fait? Qu'est-ce qui fait que oui. ça s'est passé tout ça? Eh ben, c'est exactement ce que je raconte dans mon livre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'écris parce que une de mes grandes motivations après cet événement-là d'il y a 3 ans, c'était de chercher à comprendre ce qui m'était arrivé. Qu'est-ce qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet éveil? Qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Comment ça marche? Enfin, etc. Et puis, je me suis vite aperçu aussi
qu'il y avait des techniques qui permettaient de déclencher une forme de médiumnité chez les gens. C'est-à-dire que ce qui m'était arrivé à moi était certainement, vu l'ampleur et vu, bon, c'était certainement exceptionnel, hein, mais pas tant que ça, parce que, je le disais tout à l'heure, on le sait, ça arrive à plein de gens, de façon plus ou moins forte et de façon plus ou moins ponctuelle. Mais... Et puis surtout, je me suis donc aperçu qu'il existait des techniques, quoi, ou des approches, des méthodes, pour ponctuellement déclencher une forme de médiumnité, une petite forme de médiumnité, mais qui permettent au moins à des gens de ressentir ponctuellement, une fois comme ça, au moins leur défunt. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert. Je me souviens, le premier truc, ça a été une interview de Lilou. Tu sais, Lilou, la télé de Lilou. Ah, oui, oui, oui. Je lui dois beaucoup. D'ailleurs, j'ai entendu parler hier par notre amie France Gauthier, qui l'a rencontrée et qui me disait qu'elle avait un bébé magnifique là, il y a 2 mois. Je suis super content pour elle. Si elle nous écoute, Lilou, c'est bravo, je suis super heureux pour toi. En tout cas, merci Lilou, parce que tu m'as permis de rencontrer, enfin en tout cas, Lilou m'a permis, parce que je ne sais pas si elle nous regarde, mais Lilou m'a permis de découvrir Alan Botkin, que tu évoquais tout à l'heure, qui est ce médecin américain qui travaille toujours à Chicago, et qui travaillait il y a une vingtaine d'années avec des vétérans. Il utilisait le MDR, tu sais, cette technique qui permet de traiter les stress post-traumatiques avec des mouvements rapides oculaires, des mouvements des yeux. Exact. Et donc, il traitait des vétérans américains sur des grosses dépressions, de stress incroyable après la guerre. Et à un moment, à la fin d'une session, il s'est dit, tiens, si je recommençais un peu là, en dehors du protocole, quoi. Il a complété sa technique habituelle en refaisant un petit coup de mouvement. Et le gars a fermé les yeux. Et 1 minute et demie après, il les a ouverts en souriant. Et c'était la première fois que Botkin voyait son patient sourire. Et il lui a dit, docteur, vous allez me prendre pour un dingue, mais la petite Vietnamienne là, qui est morte dans nos bras quelque part au Vietnam, eh bien, je viens de la voir. Elle va bien et elle me pardonne ce qu'on a fait et tout. Et elle me dit que je peux vivre heureux enfin. Et docteur, j'en reviens pas, j'ai l'impression d'être guéri soudainement. Alors là, Botkin, tu vois, médecin, psychiatre, matérialiste, cartésien, classique, absolument pas ouvert à la religion et encore moins à la spiritualité, enfin, etc. Il s'est dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il a recommencé avec le soldat suivant et bingo, ça a remarché. Et il a creusé cette piste-là et depuis, aux États-Unis, avec le MDR IADC, ils appellent ça Induced After Death Communication, IADC, eh bien, ils sont à 80 ou 90% de succès, c'est-à-dire qu'avec le MDR, ils arrivent à déclencher sur des deuils essentiellement traumatiques. Ouais. Ils arrivent à déclencher un contact avec le défunt. Alors, au début, ça m'a tenté, tu vois. Ouais. Mais je me suis quand même posé la question. J'ai d'ailleurs rencontré un des rares Français qui a été formé par Botkin, Marc Vernet, qui m'a rendu un bon service. Il m'a dit, mais avec ta médiumnité, etc., tu n'as pas besoin de l'EMDR, toi. Mais en fait, en réfléchissant aussi, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à voir des papas et des mamans, par exemple, venir me parler de du deuil incroyable qu'ils vivent là parce qu'ils ont perdu un enfant? Est-ce que je vais te plonger dans des drames comme ça au quotidien? J'en étais pas certain. J'ai donc continué à chercher. Et c'est là où j'ai découvert qu'avec l'hypnose, on pouvait obtenir les mêmes résultats. Et c'est là où j'ai découvert que Jean-Jacques Charbonnier avait fait des choses intéressantes avec la TCH. Il en était quasiment à ses débuts. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un Canadien, un Québécois, qui s'appelle Charles Chabot, qui est en face de moi aujourd'hui, qui avait donc, toi, tu travailles depuis des années avec cette approche extraordinaire d'hypnose spirituelle, d'hypnose de régression, que tu as mise au point, avec etc. On en reparlera tout à l'heure sans doute. Et puis j'ai voulu raconter tout ça, c'est-à-dire que c'était trop énorme, quoi. De découvrir que grâce à ces méthodes, les gens pouvaient entrer en contact avec leurs défunts. Et non seulement entrer en contact, mais guérir ce qu'ils avaient à guérir. C'est là où c'est fort, quoi. Et donc, c'est comme ça que tu trouvais en formation. Ben oui. Et pour toi, est-ce que tu as vu une différence entre le fait de toi accéder aux informations et les transmettre ou le sujet accéder lui-même aux informations? Super question. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé, que j'ai voulu me former à l'hypnose. C'est parce que dans la posture de médium, j'avoue que je n'étais pas à l'aise. Je l'avoue, hein.
humblement, ça marchait à chaque fois. J'ai quasiment jamais eu de défaillance. Mais j'étais un passeur que mon client ou patient regardait avec tantôt beaucoup de doutes, comme un peu comme un charlatan, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte, ou alors comme un semi-dieu, ce qui me plaisait absolument pas. Et je me rendais compte qu'il me confiait un pouvoir dont je ne voulais pas. En fait, ce qui m'importait, ce qui me semblait important, c'est que, parce que je rêvais, c'était que ce soit lui qui ressente ce que je ressentais moi. Les messages, mais aussi les émotions, parce que je ressentais tellement d'émotions, tellement d'amour. Et parfois de la tristesse aussi. Et parfois de les peurs aussi. Enfin, des émotions humaines. Ouais. Et l'impact, donc, de ce que je passais était vachement moindre que moi, ce que je ressentais en direct. Et donc, je me suis vraiment posé la question pendant plusieurs mois, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, et quand je me suis formé avec toi, il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, à l'hypnose, ben voilà, d'un seul coup, j'avais ma solution. C'est-à-dire que grâce à l'hypnose, je redonnais le pouvoir, enfin, je donnais le pouvoir à mon patient, à mon client, et c'est lui qui peut ressentir aujourd'hui. Et c'est tellement plus fort. Parce que non seulement il ressent l'amour ou les messages qu'on peut recevoir, qui sont pas non plus extraordinairement longs. Hein. Moi, je n'avais pas des tartines de messages à faire passer. C'était souvent je t'aime, je vais bien, je te demande pardon, pense à nous, on peut t'aider. Hein, souvent, les défunts me disaient ça, mais pourquoi tu nous pries pas? Pourquoi tu nous demandes pas de l'aide? On te voit, on peut t'aider avec les synchronicités, les intuitions, l'inspiration. On peut vous aider, vous les vivants. C'est ça que je ressentais. Et sorti de là, j'avais pas spécialement moi, on me disait pas où était caché le magot, si tu veux. J'ai jamais eu des messages de défunts sur des trucs comme ça aussi triviaux. Ouais. En général, c'était pour de l'amour, c'était pour aider les vivants. Ben oui. Et c'est drôle parce que eux-mêmes. comment tu dis? Ben, aujourd'hui, mes patients et clients peuvent le ressentir eux-mêmes avec l'hypnose. Ben oui, ben oui. Et c'est ça que moi, personnellement, puis je me rappelle vraiment au début de ma carrière, tu sais, tu parles de messages simples que parfois, si ça venait de l'extérieur, tu sais, je donne un exemple, j'avais une personne qui a reçu le message, par exemple, en hypnose, fais confiance en la vie. Ben Bon, oui. quelqu'un nous dirait ça, on dirait, mais encore, mais la personne avait ressenti qu'est-ce que ça voulait dire et elle était remplie, elle avait vraiment pleuré. Et c'est là que pour moi, j'ai vraiment compris la différence. Mais mon Dieu, au-delà des mots, au-delà du message, il y a un ressenti, il y a des informations que. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de médiums, même qui suivent la formation, parce que c'est justement, ça aide, on peut à compléter. Puis ça m'amène sur une question. Est-ce que tu dirais que ta médiumnité t'aide dans les séances d'hypnose? Si oui, comment? Alors, je ne sais pas, parce que là, je suis en face de mon maître. Et tu m'as appris à faire attention aux leads inappropriés. Ouais. Alors, oui, je dois dire que oui, évidemment. Parfois, ça se passe pendant l'anamnèse, pendant l'entretien préalable, où on prépare la séance d'hypnose. Par exemple, il y a quelque temps, il y a une dame qui vient et qui me dit « Waouh, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, monsieur Roux, eh bien, ça travaille. Hein. » Et par exemple, cette nuit, j'ai presque pas dormi. Et il y a même eu un moment où j'ai ressenti un grand froid. J'avais l'impression que c'était ma tante qui était là. Et moi, sa tante, d'un seul coup, je la sens et j'entends son prénom, Annie. Et je lui dis, vous parlez d'Annie? Oh là. Alors là, j'ai pleuré. Et évidemment, après, la séance s'est déroulée merveilleusement parce que, eh bien, elle savait que sa tante était là et que ce qui allait se passer, c'était vrai, évidemment. Alors parfois, c'est aussi pendant la séance. Je te l'avoue, maître. De temps en temps, ça m'arrive de temps en temps de glisser un petit peu quelque chose dans la séance d'hypnose, parce que pour l'essentiel, c'est quand même les ressentis de la personne. Ouais. Mais de temps en temps, si j'ai un prénom qui arrive, je m'autorise à glisser à une question du genre « Tiens, Hélène, c'est qui pour toi ?» Et là, d'un seul coup, comme par hasard, évidemment, Hélène, c'était par exemple sa première petite amie, mais qui était morte. Et là, d'un seul coup, ça aide la personne à se remettre en contact. Et bon, bref, que des bénéfices. Mais voilà, je me permets ça. Est-ce que j'ai ton aval? Oui, oui. Oui, ben, c'est OK. En fait,
C'est de proposer à la personne, dire est-ce que ça résonne en toi? C'est pas Ouais. d'imposer, dire bon, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement. Alors de cette façon-là, bien sûr, la médiumnité, avec ses prénoms, c'est quand même toujours incroyable, évidemment. Et puis, je pense que globalement, en fait, et ça, tu le vois bien pour toi aussi, heureusement, il y a des tas de moments dans une séance d'hypnose où on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. On est avec quelqu'un de vivant, c'est vivant, il se passe plein de choses spontanément comme ça. Il y a des moments où on se dit, oh là, surtout au début, hein, tiens, dans mon manuel, j'ai pas la solution là, je fais quoi? Et dans ce cas, je me connecte juste, je demande juste de l'aide, quoi. Et hop, j'ai la réponse, quoi. Et d'un seul coup, je peux réorienter le travail et bingo, ça marche. Donc, bon, et ça, on le fait tous les jours. Et plus on se fait confiance, plus on a de l'expérience, plus ça marche. Ben oui, ben oui. Et c'est même, ben justement, dans les enseignements de la formation aussi, c'est quand même important soi-même de se connecter, de ne pas être juste de façon scolaire et juste faire les trucs, mais d'être connecté, de demander de l'aide, hein, parce qu'on connecte à ce qui est plus élevé en soi quand on le fait et d'être aidé quand on ne sait pas trop quoi faire, en fait. Et pour continuer un petit peu, pour t'amener vers le livre, hein, parce que là, on parle beaucoup de toi, c'est super intéressant. Et le livre, bon, tu parles des 6 méthodes innovantes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de c'est quoi ces 6 méthodes-là, juste pour donner une idée aux gens? Alors, sur les 6 méthodes, il y en a vraiment que 4 qui sont innovantes. Mais je crois que l'éditeur avait un petit souci ça aurait fait une phrase un peu trop compliquée, tu vois. Donc, il a mis 6 méthodes innovantes. Mais en réalité, les 2 premières que je décris, ben, ce sont des méthodes traditionnelles. Celle que moi, j'ai découverte il y a donc 3 ans, c'est la médiumnité. Et ça, ça fait une éternité, j'imagine, que la médiumnité existe dans toutes les communautés humaines. Dans Ouais. toute communauté, il y a un homme médecine ou un sorcier ou un médium qui va se connecter et qui va avoir des informations pour les vivants. Dans d'autres traditions, on les appelle les chamans. Et donc ça, c'est la deuxième méthode, le chamanisme. Je me suis un peu formé, j'ai un peu été chercher aussi de ce côté-là pour voir si je pouvais renforcer mes connexions, renforcer ma capacité de perception, pour découvrir ce que c'était aussi. Et je me suis aperçu qu'il y a, avec les méthodes du chamanisme qu'Arnaud Rioux, que j'ai interviewé, Arnaud Rioux appelle le chamanisme 2.0, donc un chamanisme européen et moderne, qui ne dépend pas seulement du chaman, hein, mais un chamanisme qu'on peut pratiquer quasiment tous, quoi. Eh bien, c'est assez facile, par exemple, avec un voyage au tambour, de partir, comme ça, se connecter aussi, et d'avoir accès, de ressentir nos défunts. Donc Ouais. ça, c'est une deuxième méthode traditionnelle, médiumnité, chamanisme. On n'est pas sur des choses très innovantes, là, hein, mais ça me permet de les rappeler. Et puis ensuite, ce que je décrivais tout à l'heure, la méthode d'Alan Botkin, le MDR IADC, donc cette méthode incroyable-là, de plutôt, il me semble, réservée au deuil post-traumatique, et qui sert essentiellement à mettre en contact, à la différence de l'hypnose que nous, on pratique, qui va au-delà du contact, puisque nous, on va pouvoir libérer, guérir, faire beaucoup de choses. Bon, et puis, l'hypnose que pratique Jean-Jacques Charbonnier, la TCH. Donc là, c'est de l'hypnose en groupe. Je sais que vous êtes nombreux là, à nous regarder ce soir dans le groupe des amis du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors bonjour à tout le monde et bonjour à tous et toutes. Et comme vous connaissez bien Jean-Jacques et que vous avez sans doute, vous êtes nombreux à avoir fait des TCH, bah vous voyez de quoi on parle. Ce sont ces moments extraordinaires où Jean-Jacques Charbonnier fait une induction, une mise en transe, une mise en hypnose pour 30, 40, 50 personnes. Et puis, la plupart d'entre vous, dans le groupe, quoi, vous vivez une expérience pendant une trentaine de minutes. Mais comme c'est du groupe, vous n'êtes pas guidé. Hein, vous êtes juste mis en transe. Hein, la TCH, c'est une mise en hypnose, mais globale, quoi, collective. Mais c'est extraordinaire parce qu'il a quand même, je ne sais plus combien il en est rendu, mais il a dû avoir 10 ou 15 000 expérienceurs de Oui, TCH. il avait nettement dépassé les 10 000. Ça fait quand même un bout de temps qu'il avait mentionné. Donc, c'est vraiment. C'est une technique qui a fait ses preuves. Donc, c'est vraiment un pionnier dans ce domaine-là. C'est super. Et toi, tu en fais au Québec?
Oui, exactement. Donc, moi, je prends le relais au Québec. On fait ça à Saint-Césaire, entre Montréal et Sherbrooke, si jamais il y en a qui sont dans le coin. Et puis, donc, ça, c'est la première forme d'hypnose que j'ai découverte et dont je parle dans le livre. J'ai interviewé Jean-Jacques, hein, qui a tout un chapitre. Et puis, ensuite, eh bien, je t'ai rencontré, je me suis formé à l'hypnose spirituelle, et donc il y a tout un chapitre aussi sur l'hypnose spirituelle de régression. Mhm. Donc, merci encore pour cette entrevue. Et donc là, je parle de la pratique que j'ai découverte et que j'exerce maintenant tous les jours ici, dans cette pièce même, hein, d'ailleurs. Je peux vous montrer, voilà où je pratique. Et, euh, et donc, on peut revenir, j'espère en tout cas qu'on aura un peu de temps pour revenir plus particulièrement sur... pardon, j'avais un souci avec mon petit câble. On peut revenir un peu sur l'hypnose de régression ensuite. Et puis la sixième méthode, la sixième approche sur laquelle j'ai travaillé, c'est une autre forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose humaniste, qui est essentiellement enseignée en France parce que c'est lié à un monsieur, un homme qui s'appelle Olivier Locker, qui est certainement un grand hypnothérapeute que malheureusement je n'ai pas pu rencontrer. Il n'a même pas accepté de répondre à mes questions. Mais j'ai eu la chance de pouvoir interviewer un de ses bras droits qui s'appelle Arnaud de Staël et qui m'a parlé avec beaucoup de passion d'ailleurs de sa pratique. L'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui diffère un peu de celle qu'on pratique nous, en cela qu'elle est essentiellement en ouverture de conscience, là où nous, on crée un monde euh, euh, beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, beaucoup plus dédié à la personne. Quoi. Beaucoup plus. Nous, en hypnose spirituelle, on travaille sur. Comment tu décrirais ça sur un environnement et sur la dimension avec la dimension spirituelle de la personne. Ben, c'est ça on aborde. Je ne connais pas l'hypnose humaniste en profondeur, j'ai les bases, mais je pense qu'en hypnose spirituelle de régression, on va aborder plus directement le concept de l'âme, le contrat d'âme, la dimension connectée avec les êtres chers décédés. C'est comme si cette réalité-là, on l'intègre dans le processus plus Exactement. directement, peut-être. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai choisi l'hypnose spirituelle et que je me suis formé, que je la pratique. En hypnose humaniste, on n'est pas sur cette métaphore-là, on n'est pas on ne crée pas un contexte particulièrement spirituel. On crée plus un contexte, comme son nom l'indique, largement humaniste, bien que l'hypnose spirituelle soit très humaniste, évidemment. Ben oui. Heureusement. Alors, j'ai testé l'hypnose humaniste avec quelqu'un que tu as formé aussi, puisque avec par exemple Patrice Becquet, je ne sais pas si tu te souviens, c'est quelqu'un oui. Qui a les deux formations. Ben oui, c'est ça, il a suivi notre formation également. Exactement, et je l'ai d'ailleurs interviewé aussi dans le livre, pour qu'il puisse parler un peu des deux approches. Et il a pu m'emmener comme ça, effectivement, une fois, et j'ai pu expérimenter grâce à lui. Ce que j'ai trouvé très intéressant, mais moi, je suis à l'aise dans l'hypnose spirituelle de régression pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'il y a là un contexte favorable, un contexte qui est vraiment dédié aux aspects spirituels, quoi, aux aspects qu'on évoque depuis bientôt une heure, c'est-à-dire la possibilité de se connecter à nos défunts, parce que la vie, évidemment, ne s'arrête pas à la mort terrestre. La possibilité d'aller voir dans les vies antérieures ou dans les vies passées ce qu'il peut y avoir comme impact sur nos vies présentes. Ouais. Parce que peut-être dans notre subconscient, on a des souvenirs d'autres vies, et on le voit tous les jours en hypnose. Et puis, la possibilité d'aller consulter ses guides, enfin, etc. Donc, tous ces aspects-là sont tellement bien intégrés, sont tellement huilés dans l'hypnose de régression que chaque jour, j'ai vraiment, sans exagérer, chaque jour, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit miracle dans mon cabinet. Oui, c'est vrai que ça relève quasiment de ça, hein, quand on communique avec le monde invisible. C'est vraiment une dimension sacrée que Exactement. ouais. Ouais. Et tu voulais aborder des points par rapport à l'hypnose spirituelle tantôt que tu avais gardé en note. Eh ben, écoute, j'ai envie de partager ça avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent parce que
il y a eu un moment, je l'avoue, il y a eu un moment, peut-être 6 mois après avoir commencé à pratiquer, où je m'interrogeais sur mon approche. Hein, en hypnose, c'est incroyable. Une fois que la personne est en transe, une fois qu'elle est en hypnose, quoi, eh bien, c'est très facile de lui faire rencontrer les défunts. Il suffit de. Moi, j'utilise la méthode du compte, je compte jusqu'à 3. Avec le 1, tu te prépares, avec le 2, et avec le 3, voilà. Tu peux maintenant ressentir les gens qui viennent, tes proches, ceux que tu as aimés, qui viennent te. Voilà. Et à chaque fois, ça marche. Ou à 99% en tout cas. Et par moments, je t'avoue, je me disais, mais j'ai l'impression d'être un marionnettiste ou quoi? Est-ce que je tire des fils, je compte jusqu'à 3, à chaque fois, boum, ça marche? C'est quoi ce truc? Et un jour, mes guides m'ont dit, enfin, ils m'ont rien dit en fait. J'étais en train de. Je pensais à ça dans un moment de méditation. Et d'un seul coup, je vois une image, je vois comme une caméra qui recule, qui dézoome en quelque sorte. Et d'un seul coup, je m'aperçois que celui qui tire les ficelles, c'était pas moi. Et je comprenais qu'un cran au-dessus, il y avait des guides qui étaient là. Et qu'à la limite, pas seulement au niveau de la marionnette, qui est une métaphore pas très heureuse, mais en tout cas, par exemple, sur la notion de rendez-vous aussi, qui convoque qui? Qui invite qui? On a l'impression que c'est nous qui invitons nos défunts à venir rencontrer nos patients ou nos clients. Mais là, je comprenais que c'était sans doute le contraire. Et des enseignements comme ça rend humble. Ah ouais, ben ouais, ben oui. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux Ouais. parce que c'est important l'humilité dans notre job. En effet, en effet. Et justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis là, bon, nous autres, comme tu le sais, puis plusieurs qui nous écoutent en ce moment, vous le savez, il y a une formation qui va justement être spécialisée sur la communication avec les défunts, puis on va développer davantage parce que c'est une chose de communiquer avec les défunts, de connecter, mais il y a différents processus. Parfois, il peut y avoir des choses de pardon, des choses. Fait qu'ils vont vraiment avoir un protocole spécifique par rapport à ça qui va être développé et que je vais même intégrer parce que moi, j'ai suivi justement une formation que ce n'était pas le MDR, mais c'est avec la stimulation bilatérale oculaire et que je vais intégrer ça en intégrant l'hypnose dedans. Donc, je vais faire, et ça ne sera pas pour les traumatismes, ça va être justement pour faciliter la communication parce que moi, je l'ai vécu moi-même pendant la formation quand j'étais allé aux États-Unis et ça a eu un impact particulier bon, je vais en parler un autre tantôt. Mais donc, c'est juste pour donner Oui, un petit avant-goût à ceux qui écoutent puis tu as qui se raison. demandent ce que ça en est. Ouais. Mais c'est tellement important parce que j'ai aussi interviewé dans mon livre, j'ai aussi interviewé des scientifiques, des spécialistes, des médecins, même un anthropologue des sciences. Et avec eux, je me souviens, ce qu'ils me disaient, hein, et les lecteurs pourront le découvrir dans le bouquin, c'est que euh, pour eux, ce qui était important dans tout ce qui se joue et de tout ce dont on parle, plus que la compréhension du mystère ou la compréhension de la topologie de l'au-delà ou de l'entrevie, hein, comme on dit nous, Ouais. eux, ce qui était essentiel, c'était la compréhension de ce qui se joue dans la relation. Que cette relation soit entre deux vivants ou qu'elle soit entre un vivant et un défunt. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler dans cette relation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir guérir? Qu'est-ce qui va pouvoir soulager notre client et notre patient dans la mise en relation à laquelle nous, on participe, toi et moi. Ouais. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ce que j'ai repris dans mon livre, c'est parce que c'est là où tout se joue, c'est-à-dire comment on va pouvoir aider, soulager ou aider ou la personne avec qui on est et qui vient nous consulter, comment on va pouvoir l'aider à mieux s'aimer, à reprendre confiance en elle, grâce à sentir qu'on n'est pas seul. Tu vois, ça c'est souvent ce qui est la conclusion hein, de nos Ben oui. séances. Ah oui, oui, ça c'est extrêmement fréquent. Le fait de ne pas être seul. Parfois, certains vont ressentir un amour inconditionnel. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ce travail-là, ben, veut pas, on touche même au sens de la vie. Hein, quand on connecte avec le contrat d'âme, pourquoi on est ici, le sens de certaines relations, c'est comme si on change d'une perspective plus élevée.
Et là, ben, ça permet, quand on comprend les choses différemment, bien évidemment, nos compréhensions influencent comment on se sent à l'intérieur, nos ressentis, bien, tout ça influence nos comportements. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un processus d'évolution, de développement qui est assez particulier. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, on peut amener les gens tout doucement à sentir le pardon, ou à pardonner, ou à aborder les questions d'adieu aussi. Comment couper les liens d'attachement, comment se libérer et libérer le défunt, enfin, etc., etc. Tout ça, on peut le faire dans ce travail en état modifié de conscience. C'est merveilleux. Hein. Ben oui, ben oui. Et ce qui me vient pendant qu'on parle de ça, parce que c'est quelque chose que, bon, que je partage à chaque fois que je donne un atelier de TCH ou que je parle de personnes qui veulent communiquer avec les défunts, ce qui est vraiment important, c'est, pour moi, c'est de faire comprendre à la personne bon, il ne faut pas être attaché aux défunts, de ne pas être oh, je reste ici, je veux, parce que ça peut nuire, parce qu'il faut comprendre, puis Daniel Murat et Marie-Joanne Croteau en parlent beaucoup. C'est comme quand on meurt, on a notre propre chemin de l'autre côté. Et c'est de vraiment faire, pour moi, c'est de proposer cette connexion-là, si c'est pour le bien-être de tous, des deux personnes. Et que là, si c'est OK, et souvent c'est OK, mais que ça ne soit pas justement que si jamais il n'y a pas de connexion, qu'il n'y ait pas de déception, que ce n'est pas la faute à personne, c'est peut-être juste que le moment n'est pas juste et que ça ne serait pas optimal pour les deux. Donc, il faut vraiment c'est OK d'avoir ce désir-là, mais en même temps, il faut être OK à ce que si jamais c'est pas juste à un niveau plus élevé, d'accepter ça. Parce que c'est important de ne pas être dans ce « Oh mon Dieu, j'ai besoin de ça, je veux de ça ». Ouais. En même temps, il faut avouer que en individuel, ici, moi, je sais pas, j'ai 99% de réussite, hein, parce que j'ai reçu pas mal de gens qui avaient fait des TCH et qui n'avaient rien ressenti, et ça arrive, malheureusement, à peu près un tiers d'entre eux, si on en croit les statistiques de Jean-Jacques. Et bien, évidemment, en individuel, on a la possibilité, nous, de regarder ce qui bloque. Est-ce que c'est trop d'attente? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que Exactement. on peut connaître le prénom du défunt. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dire, ben là, je compte jusqu'à 3 et à 3, Pierre va être en face de toi. 1, 2, 3, et hop. Et évidemment, en groupe, ça n'est pas possible. Quoi. Et donc, presque tous les jours, évidemment, on voit bien qu'on est obligé de désamorcer une peur ou une petite résistance. Ben oui. Et c'est je dirais, c'est l'obstacle même de tout, parce que même moi, quand je faisais des sessions de groupe, même que ce n'était pas de communication avec les défunts, mais avec les guides, il y a tout le temps un pourcentage de personnes qui ne connectent pas, et c'est normal parce que c'est justement, comme tu le mentionnes, c'est pas personnalisé. Et quand l'approche, elle est personnalisée, puis que la personne, admettons que ça bloque, bien, comme tu le dis, on peut aller voir qu'est-ce qui fait que ça bloque. Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est la personne qui ne comprend pas exactement le processus ou elle a des attentes trop fortes et on peut approfondir l'état si l'état est pas assez profond. Donc, effectivement, c'est le fait de personnaliser, ben, ça ne peut qu'aider, c'est sûr. Hein. Ça m'est arrivé de tomber sur, par exemple, des personnes qui ne se pensaient pas dignes du contact. Ouais. Je ne le mérite peut-être pas. Peut-être qu'il m'en veut. Ou peut-être que l'univers m'en veut. Ou peut-être que dans ma vie d'avant, j'ai fait des bêtises et que j'ai pas le droit. Waouh! Évidemment, on arrive très vite à faire prendre conscience qu'il s'agit d'une croyance et on peut libérer la personne et hop, elle peut établir le contact. Quoi. Ouais. En effet. Je vois le temps qui avance. Ceux qui écoutent en ce moment, est-ce que vous avez des questions pour Philippe? Je vous invite à les écrire. On va prendre quelques minutes pour explorer ces questions-là. Puis je vous rappelle, on va faire un tirage. Comme je l'ai mentionné, s'il y en a qui sont là en ce moment, qui n'étaient pas là au tout départ, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de partager la publication. Ceux qui vont avoir partagé, je vais sélectionner au hasard, je vais me promener dans dans ceux qui ont partagé. Et là, ben, on va prendre le nom et Philippe va vous envoyer. Est-ce qu'il va être dédicacé, Philippe? Yes. Yes, bon, super. Donc, vous pouvez, on va faire ça tantôt. Donc, on a Isabelle Almodovar qui partage ici. Philippe, de quelle façon entendez-vous les défunts? Ah oui, c'est une bonne question, mais je ne les entends pas. Je les ressens. C'est un peu comme une deuxième conscience à l'intérieur de moi. C'est pas une voix,
je ne les vois pas non plus visuellement. Hein. C'est comme une deuxième conscience. C'est comme lorsqu'on pense soi-même, mais moi je sais que c'est pas ma pensée, que c'est la pensée de quelqu'un d'autre, que c'est la conscience, c'est une autre conscience. Ouais. Alors au départ, je sentais l'incorporation. Ça m'a aidé à différencier, enfin, ces moments-là. Ça m'a aidé à prendre conscience qu'il y avait quelqu'un en moi, une autre conscience en moi, la corporation. Et ça a duré quelques mois. Petit à petit, ça s'est délité. Je ressentais plus ce truc-là qui m'aidait au début. Et donc, j'ai dû apprendre à me faire confiance et à repérer ce moment où je peux avoir un prénom, par exemple, ou avoir un message qui n'est pas de ma pensée à moi. Hein, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Parfait. On a Marie-France qui pose une bonne question. Elle dit, question, est-ce que les défunts voient le futur? Qu'en penses-tu selon ton expérience? Eh ben, j'en sais rien du tout. C'est vrai que, en même temps que la médiumnité, ça m'est arrivé d'avoir des prémonitions. Peu, mais quelques-unes. Donc, je vois bien qu'on peut avoir accès, ce que les voyants font bien, hein, c'est leur job. Ouais. On peut avoir accès à des éléments du futur. Depuis que ça m'est arrivé, j'ai rencontré plusieurs médiums, quelques voyants aussi, et alors vraiment, je n'ai aucun doute. Oui, la prémonition existe, c'est évident. Ça a marché pour moi, je vous le disais tout à l'heure, quelques fois, quelques rares fois. Mais est-ce que ça vient des défunts? Est-ce que ce sont les défunts qui nous passent les infos? Ou est-ce que ce sont nos guides? Est-ce que nos guides sont parfois des défunts d'ailleurs? Est-ce que je ne peux pas répondre à cette question? Ouais, ouais, ouais. C'est sûr qu'on peut avoir des éléments du futur. Ouais. C'est troublant, hein? Comme si quelque part c'était un peu inscrit, écrit à l'avance. Il semble que non, pourtant, on décide à chaque instant à la fois de nos vies et on a un libre arbitre évident. Ouais. Et pourtant, il semblerait que sur des grandes pistes comme ça, il y ait des choses qui sont un peu des possibles, qui soient pré-tracés, préexistants. Ouais. Je ne sais pas comment ça marche, c'est compliqué. Ouais. Peut-être que même tout se vit instantanément. Hein. C'est complexe. C'est complexe, surtout quand on part qu'il existe un point de vue sur c'est que le temps n'existe pas. Donc, dans le cerveau, je pense qu'il y a de la misère un petit peu à comprendre et que c'est pas évident Non, à mais bien c'est le appliquer mystère. ça. Mais c'est des choses qui sont rapportées, effectivement. Hein. Ouais, C'est le ouais. mystère. Il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup et qui dit essayez de comprendre l'au-delà, c'est un peu comme essayer d'enseigner l'algèbre à votre chat. Et je crois qu'on en est là, c'est-à-dire que c'est compliqué de comprendre comment ça marche et franchement, moi, je n'essaye pas plus que ça. Ouais, ouais. On va y aller. Il y a une autre question ici de Odile qui pose la question. Philippe, avez-vous besoin de vous mettre en condition avant un rendez-vous et comment? Non, pas particulièrement. Non, non, je n'ai pas besoin. C'est pas. Il faut juste être disponible, assez reposé, en forme. Non, rien de particulier. Je sais qu'il y a des médiums ou qu'il y a des techniques aussi, comme par exemple en Reiki ou dans des méthodes de guérison, de soins énergétiques. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de s'ancrer ou de faire une prière. Non, après, dans le protocole d'hypnose lui-même, tu nous as enseigné, hein, Jean-Charles, Ouais. Une petite phrase où on se centre sur soi et on se met dans l'intention d'aider l'autre avec l'aide de nos guides, etc. Moi, j'allume toujours un cierge, enfin une bougie. OK. Bon, finalement, pour répondre à ta question, Odile, oui, dans ce sens-là. Mais ça s'arrête à ça, tu vois. Pas, je ne fais pas d'autres, j'ai pas d'autres protocoles. Ouais. Là, je vais juste regarder les questions. Il y en a quand même plusieurs. Je vais juste essayer de voir. Quelque chose qui peut rejoindre tout le monde, là. Bon, parce qu'il y a certaines questions, je sais. Bon, je ne l'ai pas posée, je ne sais pas si tu le sais. Par exemple, bon, une question qui a passé tantôt. Bon, au lieu de la reprendre, je vais la mentionner. La personne dit si la personne qui est décédée
s'est réincarnée, Oui. est-ce qu'il y a toujours possibilité de la contacter, selon toi? Ah, ça, c'est compliqué, hein. Bah oui, j'ai l'impression que oui. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je n'ai jamais ressenti qu'il y avait de moment idéal pour, pour qu'un défunt puisse communiquer avec un vivant. On m'a dit beaucoup, oh bah non, 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 il vient de mourir, il faut attendre 3 jours ou 3 mois. Ou... J'ai jamais senti ça. Moi, j'ai senti des défunts 10 minutes après leur mort. Vraiment. Euh, Même pendant le coma. Alors, il n'était même pas encore mort, hein. Donc, euh, de même sur cette question que tu posais là. Non, j'ai vraiment l'impression que, après, il y a des médiums peut-être qui ont des sentiments ou des façons de fonctionner autrement. Moi, non, j'ai pas de. Il n'y a pas de moment. J'ai Ouais. le sentiment que. En fait, il y a une allégorie que j'aime bien. C'est l'allégorie du soleil. Tu sais, si on considère que l'univers est conscience et que cette grande conscience est comme un soleil dont on serait, nous, des rayons incarnés sur Terre, ben, l'état modifié de conscience et l'hypnose, ou la médiumnité, l'hypnose en l'occurrence, nous permettent de remonter le long du rayon et d'avoir accès à cette grande conscience dans laquelle on va pouvoir retrouver les consciences de nos vies antérieures, la conscience des autres vivants, la conscience des défunts évidemment. Et donc, qu'ils soient réincarnés ou pas, c'est comme s'il y avait encore dans cette grande conscience une, une partie de leur âme, quoi. Ouais. Je ne sais pas comment ça marche, hein, c'est le mystère. Mais on a accès à toutes ces consciences-là, à toutes ces. Toujours. Ouais. Parfait. Donc, je pense que le temps passe un petit peu. On va passer au tirage. Donc, on a 163 personnes qui ont partagé. Donc là, j'y vais vraiment. Là, j'ai ouvert la fenêtre, je me promène au hasard avec ma souris et j'arrête ici sur Edeva Mood. Je vais, Je note. je vais faire un. On va voir si elle est là. Donc, tiens, je marque Edeva Mood. Est-ce que vous êtes là? Donc, EDEVA Mood, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'écrire. Ah non, c'est ici. Edeva Mood Comment. Donc, si tu es là, Edeva, il y a un petit 20 secondes, donc on va attendre un petit peu. Donc, si tu es là, Edeva, Je je t'envoie. t'invite à nous faire signe de vie, dire oui, je suis là. Sinon, on va piger une autre personne. Il y a vraiment des commentaires super intéressants. Je vous invite, ceux qui peut-être qui se sont joints il n'y a pas très longtemps, de regarder. Il y a plusieurs beaux témoignages et très intéressant tout ça. Donc, on va attendre pour voir Edeva si tu es là. Sinon, bon, on pourra contacter télépathiquement. Non, non. OK, on va attendre un Je vais lui petit envoyer moment. télépathiquement. Comment? Je vais lui envoyer télépathiquement. C'est ça, c'est ça. Et sinon, ben, je vais choisir une autre personne. Je vais y aller avec une autre personne tout de suite. Si jamais Edeva, tu es là, ben, fais juste nous faire coucou, puis on va y aller avec toi. Sinon, je vais y aller encore une fois au hasard avec ici, c'est les conférences en France. Donc, est-ce que, je vais le mettre, les conférences en France, je ne sais pas c'est qui la personne, mais est-ce que tu es là? Odile dit oui, moi je suis là. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien gagner. OK, Philippe qui dit j'arrive en retard. Tu pourras regarder ça, Philippe Tournier. On a une super de belle entrevue. Donc, Oui. on va attendre quelques moments. OK. Alors, ni Edeva, ni les conférences. Ouais, parce que des fois, il y en a qui ne peuvent pas être là pendant tout Oui, le. bien sûr, bien sûr. En tout cas, on a Philippe qui a dit, qui partage que tu lui as fait
une séance, une hypnose, et ça fait une superbe expérience, donc c'est super. Merci Philippe, content pour toi. OK. Bon, ben, je vais relancer. Encore une fois, c'est la première qu'il mentionne. On a Rosen Baronnet. Oh, Là, je sens que ça va être la bonne. alors je connais Roselle. Ah, tu connais Rosen? Ah oui, j'en parle même dans mon livre. C'est elle qui m'a fait vivre la première expérience de chamanisme et qui m'a permis de trouver mon animal de pouvoir. Ah, OK. C'est Lorient, j'espère qu'elle est là. Mais elle l'a déjà, je crois, le bouquin. Ah, OK. J'espère en tout cas. OK. Tiens, je vais juste voir. Ben oui, c'est ça, c'est qu'il y en a qui partagent puis qui ne peuvent pas rester tout le long. Bon, écoutez, je vais juste voir. OK. Toujours pas. Personne. Bon, écoute, je pense qu'on va peut-être en essayer un autre. Juste voir, est-ce que. Encore une fois, si la personne est là. Moi, je ne l'ai pas, Zaza. OK. Bon, écoutez, on va y aller encore une dernière fois cette fois-ci. Et sinon, ben, cette personne-là, bon, on pourrait la contacter, puis on pourra lui envoyer par la suite. Benoît Bergeron, est-ce que tu es là, Benoît? Je vais le marquer ici. Parfait. Oh, il y a Gérard Estanguet qui est au Maroc qui dit qu'il se régale. Donc, Philippe Tournier qui dit « Je le veux ». Je suis prête là. Moi, je ne l'ai pas encore. Tu ne l'as pas encore acheté? Mon Dieu, suspense. Ouais. Ah ouais, parce qu'ici. Bon, on va regarder s'il y a quelqu'un qui a dit « Ce tirage est mortel ». Ah, JF, un bon ami à moi qui est là. Bon. Bon, OK. Dernière fois, les amis. Sinon, on prendra la dernière personne. Ce sera cette personne-là qu'on a ici, qui est, je l'écris, Carole Perrault. Est-ce que tu es là, Carole, s'il te plaît? Sinon, moi, je l'ai et dédicacé Claire Thibault, qu'elle dit. Super, donc on va voir si Carole est là. Et sinon, ben, on pourra voir avec ces personnes-là et on va voir. Mais je n'en ai qu'un, hein. Je peux en Ah, envoyer d'accord, plus. oui, oui, c'est ça, on en fait juste tirer un. C'est pas que je suis pingre, c'est juste que je n'ai pas d'exemplaire. J'en ai qu'un. Ils sont tous en librairie. Ah oui, voilà, c'est ça. J'en ai même pas à vendre pour. J'en ai pas. J'ai juste. OK. Carole. Oh, Carole dit yes, yes, yes. Bon, on a une gagnante. Super, Carole. Donc, félicitations. Donc, Carole, si tu peux juste m'envoyer en message privé ou l'envoyer à Philippe, en fait. Est-ce que. Oui, Ouais, c'est ça. Ben oui, l'envoyer à Philippe. je peux les envoyer, Et Carole. Ça dépend si tu es au Canada. au Canada, si tu es au Canada, je vais m'en charger. Comme ça, on va s'organiser. Fais juste envoyer ton adresse à Philippe, puis on va t'envoyer ça. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était super. Et merci à toi, Philippe. Vraiment, ça a été une super de belle entrevue. Ça a été vraiment un plaisir. Je suis vraiment très content que la pratique d'hypnose spirituelle te plaise et que tu aies avancé avec ça. C'est vraiment super. Donc, un grand merci à toi. Merci à toi, Jean-Charles. Merci. Et merci à tout le monde. Puis je vous dis, ben, écoutez, pour la prochaine entrevue, je n'ai pas encore de date, mais j'ai quelques noms en tête. Fait que ceux qui sont intéressés à justement
être avisé, peut-être qu'il y en a qui écoutent en ce moment puis ils veulent être avisés, c'est quand il va y avoir les prochains Facebook Live. Vous pouvez juste aller dans la publication Facebook, il y a, vers le bas, j'ai dit pour s'inscrire, vous pouvez juste cliquer sur un lien, vous marquez avisé et comme ça, moi j'envoie ça comme ça, vous allez être sûr de ne pas le manquer. Donc, bonne fin de journée à tout le monde et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'être là. Vous auriez pu être ailleurs, vous avez décidé d'être avec nous et c'est vraiment très apprécié. Au revoir.